Bonjour Nadine Touzeau, bonjour Ronald Guillaumont. On va se tutoyer parce que vous aimez ça, c'est votre préférence. Donc c'est votre préférence à tous les deux. Là, c'est un vouvoiement du pluriel. Donc Nadine, tu es profiler avec beaucoup de casquettes. Tu nous en parleras si tu veux en présentation. Et Ronald Guillaumont, après avoir été longtemps gendarme par vocation, a fondé un site extrêmement regardé chaque année par des millions de lecteurs. Il s'appelle Profession Gendarme. Et Tribune Libre remercie infiniment Profession Gendarme qui relaie régulièrement ces vidéos. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet pas franchement drôle, mais nous étions de bonne humeur en dehors de cette émission qui commence. Il vaut mieux prendre ça avec bonne humeur et montrer que nous ne sommes pas terrorisés. Nous allons d'abord ensemble évoquer deux affaires récentes qui nous ont évidemment choqués et blessés. L'affaire de la disparition du général Delaware et l'affaire de l'étrange disparition également du très fin géopolitologue Éric Denessé. Voilà, ces affaires, nous n'avons aucune preuve bien sûr, mais ces affaires nous semblent assez étranges au vu des circonstances et je pense que vous avez l'un et l'autre des choses à ajouter, des éléments qui sont peut-être pas des preuves, mais un faisceau d'indices intéressants. Nadine, je te laisse la parole en premier. Honneur aux femmes, puisqu'on va le faire à la traditionnaliste. Honneur aux femmes. Bienvenue à tous les deux. Merci Nadine. Merci Stéphanie, j'en profite pour remercier aussi Ronald qui publie également mes émissions Profilement Vôtre sur son excellent site Profession Gendarme. Donc oui, je suis profiler et chercheuse internationale en comportement, et notamment le comportement des cybercriminels, où j'ai fait des théories scientifiques qui sont étudiées dans beaucoup de pays, mais évidemment pas en France. Comme je disais, comme on avait échangé, on travaillait un peu chacun de notre côté, Ronald, moi et toi-même, sur ces assassinats d'État qui sont très étranges parce que moi je les vois comme ça aussi en termes de mots et je crois que vous aussi. Ça n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il ne faut pas croire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui est choquant, certes, mais malheureusement culturel, si je puis me permettre, dans certains milieux politiques et surtout à certaines époques. On n'est pas là pour faire un historique parce que ça va être compliqué, mais ce qu'on utilisait beaucoup à une époque, c'était le poison. Le poison a fait partie de la praticité qui laissait pas de traces, puisqu'à l'époque, on ne pouvait pas faire d'autopsie comme on fait aujourd'hui, ou très peu, ou en tout cas très mal. Il n'y avait pas les moyens, on n'avait pas ce qu'on appelle le forensic technique et le forensic comportemental qu'on utilise dans énormément de pays, sauf quasiment pas en France, pour pouvoir étudier le dossier de l'assassinat ou du défunt ou du meurtre ou du présupposé meurtre ou du suicidé qui n'en est pas un, etc. etc. Nadine, je te coupe. Le forensique, c'est la médecine légiste. Alors, le forensic, c'est un nom qu'on utilise pour parler de tout ce qui est lié à des sciences utilisées pour des affaires criminelles. Donc, par exemple, l'ADN, les empreintes digitales, les traces de sang, toute étude que tu peux faire, donc, et tu as la partie technique, donc ce que je viens de citer, par exemple, fait partie de la partie technique, ça veut dire qu'on utilise des machines, des outils ou des éléments pour analyser, et tu as la partie non technique, et donc la partie comportementale, où là, c'est le métier qui veut ça, qui fait que des profilers sont là pour travailler dessus, pour dire, par exemple, Omar m'a tué, non, c'est pas possible, par exemple. Donc, certaines personnes ne s'appuient que sur les techniques. Malheureusement, on trouve beaucoup de preuves en comportemental qui ne sont quasiment pas utilisées en termes de savoir, de connaissances, pour valider ou invalider certains éléments techniques. Parce qu'on va trouver, c'est très facile de laisser des traces pour inculper quelqu'un. C'est extrêmement facile. Il n'y a rien de plus facile que ça. De laisser des empreintes diverses et variées, pas forcément digitales, qui ramènent à l'ADN ou qui ramènent à des éléments identifiant un individu de façon, encore une fois, technique, mais structurellement, techniquement, physiquement, voire émotionnellement et intellectuellement, ça ne matche pas. Donc, toute la partie juridique va s'asseoir uniquement sur la partie technique, forensic technique, parce qu'on exclut au maximum, en tout cas en France, la partie comportementale, à tort. Et c'est là qu'on se rend compte que maintenant, on essaye de faire inculper quelqu'un à tort. C'est pour ça aussi, c'est une des raisons aussi en France, et les assassinats d'État
Est-ce que je suis en train de dire que nous sommes le pays au plus fort taux de, enfin, dans les pays au plus fort taux de cold case? Cold case, c'est les affaires mal classées ou non classées. Mmh. C'est parce qu'on n'utilise que la technique et parce que c'est arrangeant, justement, pour pouvoir passer un ensemble d'affaires qu'on préfère classer en suicide, etc., etc., dont ma propre affaire de l'affaire d'Agen, où la victime a été classée en hypothèse suicide par des gendarmes. Hypothétiquement, il s'est suicidé, donc c'est impossible d'écrire une chose pareille. Mais c'est pratique du coup. Donc on exclut certaines sciences, dont le comportemental, enfin tout ce qui est lié au profilage, parce que un homard m'a tué. Moi, l'homard m'a tué, je savais très bien que c'était pas possible, hein. Enfin, on peut pas voir la personne techniquement, c'est pas possible, qu'elle avait pas les moyens de se déplacer, ainsi de suite. Enfin, on n'est pas sur cette affaire-là aujourd'hui, mais Mmh. il y a tout un tas d'affaires où, oui, il y a des traces forensiques techniques qui identifient un individu, mais l'individu, parfois, il peut avoir un véritable alibi. Et ensuite, derrière, comportementalement parlant, ça ne matche pas. On appelle ça une incongruence dans notre métier. Mmh. Et donc, on fait quoi avec ça? La justice est formée pour éviter ce genre de sujet, de discussion. Euh, Quoique, moi, tous les rapports que j'ai faits au niveau justice pour les dossiers que j'ai dû fournir, ils ont toujours été acceptés, entendus, sauf évidemment l'affaire d'Agen, puisque c'est une affaire d'État pour tenter de me tuer, Mmh. socialement et physiquement, de l'affaire de 2013. Mais c'est concrètement, c'est rarement intégré. Et donc, du coup, on peut emmener. D'abord, on ne peut pas creuser certaines affaires, tristement, parce qu'il y a des affaires où on n'a pas suffisamment d'éléments. Et si on analyse bien le comportement, du coup, on peut trouver des indices ou des éléments qui vont nous permettre de faire évoluer l'affaire, voire de creuser dans d'autres directions. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, ne s'asseoir uniquement que sur la partie technique, c'est occulter tout ce qu'on a pu monter pour faire accuser un innocent, par exemple. Mmh. Déjà, c'est ça. Et donc, les poisons, là, du coup, on ne pouvait pas faire grand-chose parce que c'était difficile de détecter, si ce n'est, par exemple, la couleur des lèvres ou selon le poison, quoi. Enfin, tout un tas d'indices que l'on peut trouver au niveau corporel et au niveau comportemental aussi, de se tordre le ventre, etc., vomir, enfin, j'en sais rien. Et on occultait les gens gênants par le poison ou des coups d'épée, des choses comme ça. Mmh. Les fameuses la Brinvillers et la Monvoisin, par exemple, sous Louis XIV, où là, ça a été assez proéminent en termes de chasse aux sorcières pour pouvoir liquider les personnes qui dérangeaient. Et en plus, c'était à des fins sataniques. Donc, il y avait aussi des rites sataniques, etc., qui étaient liés à cela. Et après le poison peut-être, a fini par être, très repérable en autopsie, donc il a laissé place aux armes à feu avec des suicides mis en scène de manière plus ou moins réussie? Alors, c'est possible parce que l'arme à feu, c'est plus dans nos cultures, entre guillemets, que tout ce qui est l'arme blanche. Mmh. Et que si on donne des ordres à des cellules dédiées à ce genre de tâches, qui sont donc des cellules, il y a eu le SDEC, il y a eu le service action, il y a eu même le COS qui a fait certaines opérations en extérieur. Et puis les dernières cellules là, qui ont été mises en place, Le COS, tu peux dire ce que ça veut dire? Parce que pour les profanes, ça veut dire quoi, COS? le centre des opérations spéciales, c'est un Mmh. centre d'élite de tout ce qui est militaire et civil, mais qui ont comment dire, des accointances ou des savoirs ou des techniques de travail performantes, plutôt haut de gamme. J'ai failli y rentrer justement, justement quelques mois avant l'affaire d'Agen, donc il fallait surtout pas que Mmh. j'y rentre. Mmh. J'ai été cooptée par deux cellules, donc il y a plusieurs cellules. Ils m'ont testé. J'étais dans les cellules à l'époque où ils étaient à Villacoublay. Ils ont déménagé sur Paris maintenant. Et donc moi, ils se battaient, il y avait deux cellules qui se battaient pour me recruter. Mmh. Et parce que de par mon expertise qu'ils avaient testée, de ce qu'ils avaient vu, je leur faisais gagner 6 à 8 mois de travail à moi toute seule, alors qu'il y avait plusieurs personnes en jeu, dont des vies en jeu, pour Mmh. aboutir à X et Y situation. Et ils étaient fous, quoi. Quand ils ont vu ça, ils étaient fous. Et c'est une sorte d'élite, si tu veux, mais dans leur savoir, leur approche, voire peut-être même aussi au niveau matériel, je ne sais pas exactement, qui réunit militaires et civils et qui est vraiment une unité d'élite, vraiment. Et après, il y a les fameuses listes, les kill lists de François Hollande, hein, où lui, il utilisait bien les services homo. Donc, les services homo, c'est des services particuliers, des services spéciaux pour pouvoir tuer des personnes qui dérangent, mais surtout politiques.
La cellule homo, précisons aux spectateurs, ça veut pas dire homosexuel, ça veut dire homicide. Voilà, c'est Elle homicide. elle a été mise en place en quelle année à peu près, la cellule homo? Je crois que c'est sous, Foccart, donc ça date ça doit dater de De Gaulle si je ne me trompe, Ronald. Mmh Je mh. ne sais plus. Honnêtement, je ne saurais pas te répondre, Nadine. Je ne sais plus D'accord. de quelle année. En tout cas, c'est la 5e République, quoi. Ah oui, oui, Oui. oui, oui, Ah ça oui, oui. oui, oui. Oui, oui, D'accord. oui, c'est Et 5e après République. maintenant la cellule Lily, sous, Macron, qui commence à être bien connue et qui s'est bien fait connaître, à part sa violence, extrêmement, pernicieuse. Enfin, il y Mmh mh. avait pas les mots de ce qui a pu se passer. On l'a vu avec les gilets jaunes notamment. Et voilà un petit peu l'évolution de ces cellules qui sont des cellules qui se sont spécialisées pour faire des interventions en France ou à l'étranger, Mmh mh. dans un but souvent politique. Et ça, c'est la partie visible de l'iceberg, parce qu'il y a d'autres personnes qu'on a voulu liquider, puisque j'en fais partie, hein, qui sont aussi sur ces listes, mais on n'en parle pas de cela. Et comme tu l'as cité en introduction, il pourrait y avoir sur ces listes le général de la Ward et Éric Dénessé, par exemple. Tout à fait, tout à Alors fait. je précise puisqu'on se posait la question, alors, la cellule homo, prend ses racines dans la 4e République et donc sous la 4e, le président du conseil Guy Mollet donne, son feu vert à plusieurs opérations homo dès 1957, donc ça remonte à l'après-guerre, c'est assez ancien, en fait. En fait, ouais. Mais c'est la continuité de toutes ces comment dire, mises en place de liquider les gens qui dérangent d'une manière ou d'une autre. Ça s'est structuré en fait quelque part. Ça Mmh s'est mh. professionnalisé, plus exactement. Avant de donner la parole à Ronald, juste pour, avoir ton avis, de profiler sur l'affaire Delaware et l'affaire Denessé, quels sont les éléments, qui te mettent des doutes, on va dire, sur ces 2 personnalités? Alors, Éric Dénessé, c'est quelqu'un que je connaissais vraiment très très peu. Je l'ai écouté plus ou moins. C'est que déjà, ils étaient, pour le général de la Ward, oui, j'ai croisé notamment en février. Je l'ai croisé plusieurs fois et on était à peu près dans les mêmes réseaux de résistants actifs. C'était un homme dans la force de l'âge qui n'avait pas forcément raison de faire ce genre d'AVC. Je crois que c'est un AVC fulgurant, Tout voire à fait, violent. si. Mmh mh. Euh, Oui, c'est ce qui a été dit. Mais en fait, concernant Delaware, il n'y a jamais eu rien d'officiel. Nous avons été informés par un email de la famille, comme quoi il était décédé le 11. Alors, excuse-moi Nadine de t'interrompre. Je voudrais parler de Dominique Delaware, du général Dominique Delaware en particulier. Et effectivement, tu étais présente d'ailleurs, j'en témoigne, le 27 février donc de 2025. Nous étions à un repas de cohésion que j'avais organisé et le général de Lavarde était présent. Il était en excellente forme et donc on avait des contacts réguliers. Je publiais pour lui régulièrement. Disons que je recevais tous les 2 ou 3 jours à peu près. C'était à peu près le rythme qu'il abordait et il travaillait beaucoup pour la résistance et je le publiais régulièrement. D'ailleurs, toutes ces archives sont sur mon site Protection Gendarme. Et le 9 mai, le général Delaware m'a envoyé donc ses publications. Et il avait commis une erreur sur une vidéo YouTube. Bon, mais ça arrive à tout le monde. Sa vidéo, il l'avait publiée en privé. Je m'en suis rendu compte tout de suite. Je l'ai eu au téléphone. On a rectifié le tir de manière que sa vidéo puisse être publique. Je l'ai publié le 10, c'est la dernière publication que j'ai fait pour lui. Et le 11, j'apprenais qu'il était décédé d'un AVC. Il y a aucun texte, il y a aucun document officiel qui parle d'un AVC, mais d'un AVC massif. Or, il était en très très bonne forme. Le général avait 76 ans, près de 77 ans, le même âge que moi, et il se portait très très bien. Il avait des projets. Il faut dire également qu'il avait fait une vidéo avec Mbala Mbala, qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs. Cette vidéo, elle était en 2 parties. La première partie que j'avais publiée sur ma page YouTube a été immédiatement censurée. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, la seconde partie ne l'a toujours pas été.
J'ai voulu reprendre la première partie à nouveau et elle a été à nouveau censurée. Donc on m'a averti que je risquais de perdre mon compte YouTube. Voilà en ce qui concerne le général de la Warde. Donc je ne suis pas le seul à avoir des doutes, tout simplement. On n'a aucune preuve, mais on ne peut avoir que des doutes. Son décès arrange pas mal de personnes qui le dérangeaient, surtout avec tout ce qu'il déclarait, tout ce qu'il faisait. Là-dessus, en ce qui concerne Éric Dénessé, moi je ne le connaissais pas non plus, mais c'était quelqu'un de très brillant, un géopolitique brillant, qui avait d'énormes projets. On a voulu parler qu'il avait des problèmes financiers, mais qui n'en a pas. Il avait des projets dans l'avenir en plus, et je ne crois pas à son suicide du tout. D'ailleurs, il y a eu une polémique qui est sortie à l'annonce de son décès. Tantôt on disait qu'il était décédé sur Paris et ensuite dans les Vosges. Bon, maintenant il faudrait savoir où est-il véritablement décédé. Quand il y a un suicide par arme à feu, normalement il y a derrière une autopsie. Et une autopsie, ce n'est pas quelque chose de secret. Je pense qu'on pourrait en savoir davantage. Voilà. Alors, il serait mort en Haute-Savoie, au conditionnel, et l'affaire serait confiée au parquet d'Annecy, puisque la famille a porté plainte contre X. La famille n'y croit pas, en effet. Du tout. Et il y a peu d'éléments. Il n'a rien de suicidaire. Déjà dans son profil, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'avait rien de suicidaire. C'est pas du tout le genre. On voit que c'est un combattant, comme le général de la Warde. C'est pas des gens qui se laissent tomber comme ça. Et en effet, les affaires d'argent, à mon avis, c'était pas le genre de choses qui pouvaient sincèrement le préoccuper. Il avait plein de projets. Il était brillant. Il faisait beaucoup de choses très impertinentes. Il disait surtout beaucoup de choses pertinentes. Et quant au général de la Warde, c'est pareil, les AVC foudroyants, c'est comme sauter, apprendre à voler du 6e étage. Je trouve que c'est un peu fréquent aussi. C'est des choses que l'on voit souvent dans les opérations homo. Subitement, quelqu'un décède d'une crise cardiaque ou je sais pas quoi, ou se suicide de 2 balles. On a plusieurs cas de suicide de 2 balles, comme Bérégovoy. Si je ne me trompe pas de son nom, parce que des fois je me trompe de nom. Et ce qui est assez surprenant, c'est quand vous regardez certains articles aujourd'hui, on a du mal à trouver les articles qui disent qu'il s'est suicidé de 2 balles. Ils réécrivent les articles. Ils les réécrivent. Donc, c'est qu'ils commencent à se rendre compte qu'il faut qu'ils réécrivent toute l'histoire de façon à ce que nous ne soyons plus avisés de cela, l'ancienne génération éventuellement, mais pas la nouvelle. Ils sont en train de tout rechanger. Ça vous rappelle pas l'époque, ça? Si. Déjà, ayant constaté énormément de suicides dans ma carrière, j'en ai eu, je les compte plus. Suicide de 2 balles dans la tête, je n'y crois absolument pas. Mais c'est derrière. Tu fais comment derrière? Tu fais comment là? Il y a déjà ça. Si vous me permettez, je voudrais parler d'un autre suicide avec de très grosses guillemets. C'est le gendarme Christian Jambert, par exemple, qui donc c'est lui qui a découvert le meurtrier des disparus de Lyon, Émile Louis. Or, ça a été l'enquête de toute sa carrière. Et ce garçon-là, donc, s'est retrouvé à la retraite et devait, pendant sa retraite, il était convoqué par le procureur de la République pour porter témoignage. C'est ce témoignage qu'il devait apporter au tribunal, c'était la consécration de sa carrière, c'était la reconnaissance de son travail. Et 15 jours avant cette convocation, on le retrouve dans son garage avec un fusil Vandeloris entre les jambes. Donc au départ, lors des premières constatations, c'est un médecin urgentiste qui a constaté le décès, qui a délivré le certificat de décès en marquant suicide. Il n'y a pas eu d'autopsie, il n'y a pas eu d'un médecin légiste, alors que sur un suicide, normalement, c'est un médecin légiste qui intervient, pour cause que le légiste n'était pas disponible. Et il a fallu attendre 8 ans pour que la fille de ce Christian Jambert, qui refusait d'admettre le suicide de son père, fasse exhumer le corps de son père. Et là, il y a eu une autopsie et on a découvert quoi? Eh bien, qu'il y avait 2 entrées de balles. Il avait 2 balles dans la tête, 2 balles de Vandeloris.
Ça, c'est totalement impossible. D'autre part, pour se tirer une balle dans la tempe avec un fusil Van der Loris, faut franchement avoir le bras très long, hein, pour tenir la gâchette et se mettre le canon sur la tempe. D'autant plus que d'après ce que j'ai su, il n'a pas été touché à bout touchant. Bon, il a été tiré, c'est vrai, à bout portant, mais pas à bout touchant. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et quand on regarde sur la fiche Wikipédia concernant Christian Jambert, il y a des choses qui sont dites aujourd'hui, même concernant la seconde autopsie, qu'une balle, deux balles auraient été tirées en rafale, seraient toutes entrées par la bouche, et qu'une aurait ricoché, aurait fait un trou dans la tempe. Il est très facile de savoir si le trou qui est dans la tempe a été fait de l'extérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, tout médecin légiste est en mesure de le dire. Or, ce sont encore des affaires qui arrangent beaucoup de monde, parce que Christian Jambert, il y a une sacoche, et tous les gendarmes, moi je l'ai fait comme beaucoup de mes camarades, quand on avait une affaire intéressante ou une affaire exceptionnelle, on gardait des doubles de procédure, des doubles de photos, et c'était un petit peu le travail qu'on avait fait, qu'on gardait en archive chez nous. Et il avait une sacoche qui a disparu, hein, et dans laquelle il allait mettre en cause certaines personnes politiques dans l'affaire des disparus de Lyon. Parce que y a une chose qui est certaine, Émile Louis n'est pas le seul coupable dans cette affaire-là. Et ça c'est comme l'affaire Autroux également. Il n'y a pas un seul coupable, il y en a plusieurs. Et on se rend compte aujourd'hui, avec la pédophilie qu'il y a en France, parce que la France est devenue un pays pédophile, j'ai pas honte de le dire, par rapport à d'autres pays européens. On s'aperçoit, d'ailleurs, Pierre Bernérias le dénonce par ses différents films. La pédophilie, ce n'est pas du complotisme, ça existe réellement et à très haut niveau, malheureusement. Je me permets de... Vas-y, oui, vas-y, non, mais vas-y, rebondis. En fait, sur les tirs, les affaires de tir, puisque j'ai aussi travaillé sur pas mal d'affaires criminelles. Et en fait, c'est vrai qu'on voit très bien les points entrants, les points sortants au niveau des tirs, hein, mais c'est pas la même physique. En fait, on voit bien quand ça rentre et quand ça sort une balle. Et il faut savoir aussi qu'un fusil, c'est lourd. Donc, même un homme qui est quand même costaud et tout, quand tu mets ton fusil là sur la tempe, tu vois, tu montes, il faut monter le bras. Il faut avoir le courage d'appuyer sur la détente. Alors, il faut trouver le moyen d'appuyer sur la détente. Tu vois, il y a des choses qui sont improbables à faire. La plupart des suicides, c'est vrai que soit c'est un pistolet sur la tempe, tu peux le faire parce que c'est beaucoup plus léger, tu vois. Ou là, au niveau de la gorge, ou au niveau du cœur, ça dépend en plus si c'est une femme ou un homme. La femme, en général, elle n'aime pas se défigurer. Il y a plusieurs choses que l'on peut trouver par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de suicides qui sont passés en suicide et on se demande comment ça a été fait. Même si, du coup, à la détente, tu vois, quand tu prends ton fusil comme ça, par exemple, du canon à la détente, tu as la bonne longueur de bras. Moi, j'avais vu sur l'affaire d'Agen, le balisticien, ce qu'il avait dit. Il dit, on a la bonne longueur de bras, c'est faisable. Mais il dit, vu comment le cœur a été arraché, parce que le point d'entrée était sur le cœur et à bout touchant, et est sorti sur la moitié de la colonne vertébrale derrière, donc dévié, il n'est pas sorti droit, tu vois, il est sorti dévié et plus haut, non, plus bas, pardon, plus bas. Donc, ce qui laissait évidemment supposer que la personne devant elle était debout, celle qui a tiré. Vu l'angle balisticien, de la balistique, pardon, tu ne pouvais pas faire autrement. Mais ça a été classé comment dire, pas classé, c'était considéré comme une hypothèse suicide. C'est pas possible. Et en plus, on a retrouvé l'arme à 1 mètre du corps. Donc ça veut dire que le mec, il avait le cœur explosé, l'enfant avait le cœur explosé, il n'avait plus rien, il est tombé devant comme ça, forcément, mais soit poussé par quelqu'un derrière, soit parce qu'il s'est fait tirer dedans. Et il a eu la force avec son bras de jeter le fusil, un fusil c'est lourd, à 1 mètre de lui. Vous m'expliquez comment? Et on met hypothèse suicide. Et t'en as plein des affaires comme ça. C'est truffé de ça, ou de faux AVC, ou je te dis, des gens qui veulent apprendre à voler du 6e étage, des gens qui dérangent, et c'est vrai que c'est souvent lié à des affaires politiques. C'est souvent une histoire politique, parce que l'affaire d'Agen, c'est ça aussi, c'est que derrière, ça touche des politiques, puisqu'il y avait des commissions
des valises avec beaucoup d'argent, hein, qui circulaient. Mais je vais écrire tout ça. De toute façon, je vais l'écrire. Et que dès qu'on touche à des politiques, bah, tu peux y aller, tu es dans la ligne de mire. C'est sûr que tu es dans la ligne de mire. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, de respect du travail de la profession. En fait, on a l'impression que les gendarmes ou les policiers, eh bien, ils doivent travailler sur des affaires, mais si ça touche pas un politique, vas-y, tu peux y aller à fond la caisse, voire même taper encore plus, comme on le voit depuis Macron. Mais quand c'est sur des politiques et tout, là, eh bien, un coup de fil et vous mettez ça en hypothèse, conclusion, suicide, quoi. C'est juste, hypothétiquement un suicide. C'est hyper frustrant pour les forces de l'ordre. C'est hyper frustrant, ce genre de choses. Et en plus, ils sont dézingués quand ils ont le nez dedans. Et Nadine, comment techniquement on peut provoquer un AVC chez quelqu'un? Ah, il y a plusieurs solutions, hein. Tu sais, je suis pas médecin, je suis pas une spécialiste dans le domaine, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que déjà il y a des ondes, il y a des systèmes d'ondes, hein, ce qu'on appelle les énergies dirigées. Il y a des spécialistes là-dessus, donc je viens de faire une émission avec le docteur Yves Couvreur, lui il connaît très bien ce sujet-là, mais il y en a d'autres, mais il y a au moins lui qui est très fiable. Il y a peut-être je sais pas, des trucs médicaux peut-être qui peuvent être mis en place pour le provoquer. Quelque chose qui va faire, ou des crises cardiaques ou des choses comme ça. J'ai pas tout techniquement, j'ai jamais été bonne en médecine et je n'aime pas parler de sujets que je connais mal. Oui. Mais j'ai entendu dire certaines choses et je ne saurais pas les développer, donc je préfère pas le faire. En tout cas, c'est tout à fait possible. C'est tout, et c'est pas nouveau, c'est depuis qu'on découvre ça qu'on le sait. Ce sont des armes militaires, hein, à l'origine. Faut pas l'oublier, tout ce qu'on est en train de dire là. Ce sont des techniques homo, entre autres. Et tu sais, c'est comme internet, hein. Nous, on a fini par avoir internet, mais ça faisait longtemps qu'ils l'avaient, hein, dans le milieu militaire. Ça faisait très longtemps. Ça Tout vient de là, d'ailleurs. C'est que, et c'est secret, c'est caché, on n'en parle peu. Alors moi, j'ai eu des informations, mais je réitère, je n'ai pas le langage, je vais pas être crédible dans la mesure où je ne sais pas parler comme un médecin, c'est pas mon domaine. Donc j'aime pas parler de ce que je ne connais pas suffisamment bien, mais ça existe de plusieurs manières, de plusieurs manières. Tu travailles parfois avec des gens qui maîtrisent ces sujets peut-être? Ah bah sur un dossier, quand je suis sur un dossier, je ne fais plus d'affaires criminelles, hein, depuis longtemps. Mais par contre, certains délits, certaines choses, donc j'ai toujours, je cherche toujours, ou je demande aux clients de chercher l'expert, enfin la personne qui est dédiée à pouvoir répondre à certaines questions. Même si je sens la piste et tout, si c'est pas mon domaine, j'estime qu'il faut qu'on aille voir ailleurs parce qu'on a besoin d'éléments tangibles, tout simplement, et voir en prendre un deuxième si c'est nécessaire. C'est un travail d'équipe. Toutes les affaires, c'était ça. Ouais. L'affaire Benalla, j'ai pas travaillé seule, on était plusieurs, et dont des experts auprès des tribunaux, hein, qui, quand ils ont vu ce qu'on m'a fait à moi, n'ont pas compris. Mais sur les autres affaires criminelles, c'était pareil. Et je travaillais parfois conjointement avec la police et la gendarmerie. En Afrique noire, c'est courant. Donc, on avait un légiste, donc je travaillais avec le légiste, avec le photographe aussi, c'était très rigolo, le policier photographe. Il savait pas trop prendre les photos, donc je lui ai montré certaines choses. Je dis pas que j'étais la meilleure professionnelle, mais au moins on avait des photos plus ciblées sur l'affaire criminelle, enfin les affaires criminelles, parce qu'on en a fait plusieurs. Bref, bon, on travaillait conjointement et puis on se serrait les coudes et puis c'était bien. Et par contre, mes résultats, le légiste avait les siens, moi j'avais les miens. Et comme on travaillait conjointement police et gendarmerie, eh bien, donc la gendarmerie choisissait mes résultats à moi et la police choisissait ceux du légiste. Et puis, bah, ils arrivaient toujours, moi, on s'était plié en une demi-heure de temps avec ce que je leur disais. Et je me rappelle la première fois, le légiste arrivait en courant à la gendarmerie, il me dit: «Allez où Nadine, allez où Nadine?» Il faisait ça comme ça. Et je le regarde, je dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Il me Vous dit: êtes complémentaires, en fait. Il faut être complémentaires comme dans tout C'est ça. travail. Lui, il rêvait d'un autre meurtre pour qu'on travaille ensemble pour apprendre encore. Je dis: «Non, on va se calmer là, c'est pas le but de tuer des gens, il faut pas que les gens meurent quand même, comme pas comme ça». Et voilà, c'est que c'est Oui, des Ronald. différents, des expertises différentes, mais qui vont corroborer ou pas les résultats et sur lesquels on doit discuter derrière, on doit analyser et c'est pas toujours évident. Oui, Mais Ronald? Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu viens de parler d'AVC, et quand on parle d'AVC, ben, je pense tout de suite au général Dominique Delawarde. Je tiens à préciser, hein, parce que j'en ai discuté avec lui, et nous, de la résistance, nous le savons, le général Dominique Delawarde n'était pas vacciné Covid. Donc, il n'avait pas eu de vaccin ARNM. Donc, parce que on voit les problèmes, hein, les effets secondaires de ce vaccin, malheureusement, chez beaucoup de gens. On a vu qu'il y avait des AVC qui étaient faits
que des jeunes venaient à faire. Or, s'il a fait un AVC, je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, mais je tiens à préciser qu'il n'était pas vacciné, donc ce n'est pas la cause de son décès. Ça, c'est certain. Oui, parce que des gens Voilà. se sont posé la question, effectivement, ça aurait pu être le cas. La question a été posée sur mon site. Hein. Pour revenir à Éric Dénessé, je voudrais également, parce que ça a été soulevé par plusieurs résistants de haut niveau, parler que Éric Dénessé donc est parti dans des circonstances un peu bizarres, mais que dans les 5 mois qui précédaient, nous avons quand même eu 3 suicides de policiers de la DGSI. Et là aussi, il y a des questions à se poser. C'est ça, il y a une hécatombe en ce moment. Hein, là aussi, il y a des questions à se poser. Hein, bon, c'est vrai que le métier de policier et de gendarme est un métier où il y a beaucoup de suicides. On cherche à comprendre pourquoi, mais les seules explications que je pourrais donner, c'est que le policier et le gendarme se retrouvent toute sa vie entre le marteau et l'enclume, que pour faire ce métier-là, il faut avoir un esprit fort, hein, et il faut savoir résister, comme on dit, et que malheureusement, il y en a certains qui s'en vont par suicide, ça c'est vrai. Mais les 3 policiers de la DGSI, j'ai quand même des doutes. J'ai quand même des doutes. On est nombreux à avoir des doutes. Tu te rappelles de cette femme policier qui a été tuée aussi, je crois, sur Lyon, je ne sais plus, qui était brillante également. J'ai plus. Ça c'est non. Tu parles d'une gendarme. Myriam, voilà. Je crois Myriam Sacri. Bon, alors en ce qui concerne Myriam Sacri, quand tu parlais tout à l'heure de direction de tir, il s'est avéré quand même qu'elle était assise dans son canapé. Et ça n'a pas été dit, c'est qu'elle s'est tirée une balle dans le ventre. La balle a atteint la colonne vertébrale, mais c'est que l'angle de tir, c'est un tir à 45 degrés à peu près. Ce qui veut dire que celui qui tenait l'arme, si quelqu'un tenait cette arme, était debout face à elle. Hein. Bon, il y a d'autres choses. La famille ne croit pas à son suicide. D'ailleurs, je les soutiens beaucoup, hein, et j'ai publié énormément concernant Myriam Sacri. Bon, il y a des choses qui n'entrent pas. C'est pas possible. Elle ne s'est pas suicidée. On se suicide pas comme ça du jour au lendemain. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, il y a 2 choses, si je puis me permettre de rebondir. Il y a 2 choses, moi, qui m'interpellent dans cela, c'est qu'on crée tout un tas de suicides ou de fausses maladies, entre guillemets, ou de faux apprentissages à voler à Xème étage, pour faire croire que ça a des choses qui peuvent arriver, mais non. Un suicide, en plus, ça se prépare, c'est compliqué. Souvent, on laisse une trace de pourquoi on va se suicider. On laisse des traces même en amont, de j'en ai marre, je peux plus, je vais me mettre en l'air, ou il y a toujours quelque chose qu'on retrouve. Or là, c'est jamais le cas. Et ça, c'est la première chose qui m'interpelle, sur laquelle on peut débattre si vous voulez. Et la deuxième chose, c'est quels sont les profils de ces tueurs. C'est pas rien quand même d'aller tuer quelqu'un comme ça. C'est pas rien, surtout si c'est quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un avec qui on travaille, parce que c'est souvent comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez le film Le Professionnel de Belmondo. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Mon père, c'est bien ça, puisqu'il était. On n'a pas parlé des gens qui travaillaient là-dedans, comme aussi on a dit Jacques Faucard, mais il y a le comte Alexandre de Maranche. Qui avait sa propre unité, hein, donc si c'est les mêmes, à peu près la même génération, il travaille avec eux. Moi, il me l'a toujours dit, et il l'a toujours dit dans la famille, ça, c'est une histoire vraie. Et il est mort, le mec est mort, et c'est une histoire vraie. Et c'est des potes qui l'ont tiré dessus, c'est des gens avec qui il travaillait, c'est des gens de la même maison. Enfin, je veux dire, il y a quand même. Bien sûr, et dans le cas d'Éric Dénessé, si toutefois, je reste toujours très prudente, si toutefois il a été assassiné, on sait qu'il était sur une liste de personnes à abattre, une liste ukrainienne. On peut imaginer que ce soit des barbouzes étrangers qui aient pu le descendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affect, ils ne le connaissent pas, et pour eux, c'est un étranger à abattre, qu'on leur aura peut-être décrit comme un nuisible ou un méchant à abattre. On peut imaginer que des gens comme ça sont en commande et payés pour faire le sale boulot, et que ce seraient des étrangers, par exemple? Vu que la France la France de Macron est proche de l'Ukraine, est-ce qu'il y a besoin de faire déplacer les gars? Ben, de toute manière, il suffit de voir la délinquance qu'il y a à Marseille, les meurtres qu'il y a avec les drogués et les dealers. Aujourd'hui, un gamin de 15 ans, on lui met une arme dans les mains et il va exécuter un contrat.
tout simplement. Oui. Donc il va tuer quelqu'un Valise de pied. sans le connaître parce qu'on lui a dit qu'il faut tuer celui-là, tout simplement. Bon, on en est là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a banalisé aussi pas mal de choses. Est-ce qu'il faut quand même des gens expérimentés pour que la scène de crime soit, maquillable en suicide à peu près crédible? Ou on sait que ça va être classé sans suite et finalement, même si c'est fait un peu n'importe comment, on s'en moque? Non, non, pour moi, il faut que, pour maquiller en suicide ou maquiller un crime en accident, je pense qu'il faut que la personne soit au minimum expérimentée quand même. Parce que on peut pas faire n'importe quoi. Et mais si derrière il y a les réseaux, s'il y a les réseaux derrière qui permettent de dire un coup de fil et tu me classes ça en suicide et tout. On n'a pas parlé de Robert Boulin. Bon, ça aussi, c'est une affaire importante. Qui s'est suicidé dans 50 cm d'eau, ouais. Mais même pas, hein, bon. Le premier gendarme qui l'a découvert dit bien que son visage n'était pas dans le haut. Lors de l'autopsie, le médecin qui a fait l'autopsie a eu des ordres de ne pas trop s'attarder sur le visage. Or, il s'est avéré qu'il avait quand même fracture du nez, il avait reçu des coups. Mais je reviens sur le Christian Jambert, le gendarme. On a mis sur le compte que suite à son suicide, il est tombé en arrière sur la tête. Or, s'il tombe en arrière dans son garage sur la tête, la trace de sa chute serait à l'arrière du crâne. Or, c'est pas à l'arrière du crâne qu'est la trace, c'est sur le dessus du crâne. Bon, sur l'arrière, d'accord, mais c'est sur le dessus. Donc, cette trace-là, elle n'est pas faite lors d'une chute non plus. Voilà. C'est qu'en fait, c'est ça. C'est pour ça que je dis que l'idée, c'est d'éliminer. Et après, on passe les coups de fil ou on met les bonnes personnes sur le truc pour dire tu classes ça en suicide. Affaire classée, et impossible de réouvrir, impossible de faire quoi que ce soit. Combien même le combat des familles, on n'a jamais rien vu vraiment ni abouti. D'une part, c'est qu'on ne voit pas cette affaire vraiment aboutir d'une manière ou d'une autre, malgré les preuves, malgré les éléments indiqués de droite et de gauche, tout ce qui est tangible en fait, premièrement. Et deuxièmement, ces gens-là qui se défendent, et je l'ai vu pour ma propre cause sur l'affaire d'Agen, qui se défendent, qui montrent certaines preuves, qui disent non, je suis innocent, etc., ou non, c'est faux, ou non, ceci et cela, n'ont jamais été discrédités. N'ont jamais été. Donc, c'est quand même, ça déjà, c'est des indices, enfin, des faisceaux d'indices qui sont quand même intéressants à prendre en compte. Et pour les affaires homo, il y a des affaires homo qui ont foiré. Et là, ce sont des experts. Ceux qui vont sur le terrain, c'est le SDEC, on parle de service action, du SDEC, anciennement, et de tout ce qui a suivi derrière. J'évite de la partie Lily, la cellule Lily de Macron. Ce sont des experts, des professionnels, c'est quasiment les meilleurs, même le COS, ce sont quasiment les meilleurs. Il y a eu des loupés de chez loupés, des sérieuses, des trucs vraiment loupés, malgré qu'ils soient bons, parce qu'il y a toujours ces risques-là. On ne peut pas être toujours à 100%, il peut y arriver beaucoup de choses, ce qui fait qu'il y a des risques sur ces opérations homo, donc il peut aussi avoir des risques sur quelqu'un que l'on veut trucider, qui ne sont pas forcément sur les opérations homo, mais qui sont éliminés aussi par ces gens-là. Je parle plus d'anciennement, jusqu'à l'époque peut-être Sarkozy, voire Hollande, parce que Hollande, il adorait ça, lui, les opérations homo, que l'époque Macron. Pour en revenir à l'affaire Boulin, il était franc-maçon, il avait été initié à la Grande Loge de France et il était ministre du Travail, notamment à la fin de sa carrière pour Valéry Giscard d'Estaing. Et il y a eu donc une sombre affaire de corruption dans le domaine immobilier, c'est ça, hein? Donc, tout à fait, oui. C'est une petite affaire pour le démonter parce qu'en fait, il était pressenti pour être Premier ministre, voire Président de la République. Et ça ne plaisait pas, c'était sous Giscard. Ouais. Ça plaisait pas. Giscard, il aimait aussi les opérations homo. Hein. Il était même presque sanguinaire. Hein. Attention, c'était sous ses faux airs de gentil, doux philosophe, très éduqué. C'était quelqu'un qui aimait ça. Vous vous souvenez de l'affaire des diamants avec Jean Bedel Bokassa? Oui. Vous pouvez en dire 2 mots? Quelqu'un veut en dire 2 mots? Je sais plus tout l'historique. Mon père m'en a parlé. Il la connaît bien. Ouais. J'ai plus tout l'historique, mais
Mais ce qui Moi, signifie c'est quand même que pareil. votre sœur était baignée dans des affaires, plus que douteuses. Bah, si tu veux, les affaires homo, il y avait beaucoup alors, il y avait 2 choses. Il y a une époque où il y avait beaucoup les présidents d'Afrique noire qu'on mettait en place pour les intérêts de la France, donc on liquidait celui qui dérangeait. Et puis après, il y a le terreau, le côté terreau qu'il y a eu sur les pays de l'Est de, de, de l'Europe et sur la partie Moyen-Orient. Donc là, après, c'est toute la partie terroriste. C'est là-dessus qu'il y avait beaucoup d'opérations. C'est sur ces deux territoires-là qu'il y avait beaucoup d'opérations. Donc les opérations homo, c'était toujours pour des intérêts politiques, dans le but de placer une personne à la solde d'eux, donc surtout de la France. Mais sous, je crois que c'est sous Sarkozy ou sous Hollande, je ne sais plus, où on a beaucoup, même Chirac peut-être, je ne sais plus, tu me diras Ronald si je ne me trompe pas, on a beaucoup plus lié les intérêts avec les États-Unis, donc allier les forces, unir les forces de tout ce qui est renseignement, tout ce qui est opérations diverses et variées, et même faire des opérations conjointes sur des territoires étrangers dans les intérêts des uns et des autres. Et ce qui fait qu'on a perdu notre souveraineté dans certains choix, etc. Les opérations étaient encore plus américaines à la limite que françaises, pour certains cas, pour pas mal de cas. Et ces affaires, à chaque fois, on voit que la justice n'est pas indépendante, elles sont classées sans suite. On peut imaginer, par exemple, que l'affaire récente de Nessé sera certainement, hélas, classée sans suite? C'est ce que je crains, Euh, sauf À si mon avis, elle n'ira même pas dans un procès. Hein. Bon, est-ce qu'on aura des informations sur l'autopsie? Si autopsie il y a eu, Il y a ça eu, encore. d'après mes informations, il y a eu autopsie puisque la Oui, famille a porté plainte, oui, mais bon, c'est que dit le rapport d'autopsie? et ça n'a Parce pas que le été rapport, ça, il y a pas eu de fuite là-dessus. quel est le oui, ben légiste? voilà. Quel est le légiste? Comment travaillent les légistes? Avec quelle technique ils travaillent? Est-ce qu'il a reçu des ordres de bâcler le travail, etc., etc. Il y a tout ça. Il n'y a pas de neutralité dans tous ces éléments-là, et ni la justice. Mmh. Et les vrais dossiers dits juridiques, ou les fausses affaires, les affaires d'État, ou les trucs, là, on va en faire toute une histoire, mais les vrais sujets et tout ça, là, pof, on écarte, c'est mis de côté, c'est comme si on était complètement débile, malgré tout un faisceau de preuves que tu peux présenter. Et c'est pas nouveau. Hein. Moi, j'avais la première fois que je commençais à avoir des affaires juridiques où il y avait tout un tas de dossiers, ça tenait la route, etc., etc., et que bah non, ça passait à la trappe parce que bah, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Mais forcément un peu quelque part de la corruption. Et tout au long de ma vie, sans que ça me concerne moi, ou que ça me concerne moi, puisque moi, c'est l'affaire 2013, je n'ai vu que cela. Donc, quand je dis que je n'ai pas confiance en la justice, je le dis avec un recul énorme où il y a à boire et à manger en fonction de tout un tas d'éléments dont on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Je les ai, moi, sur l'affaire 2013, mais sur les autres, je ne les ai pas tous. Mais des injustices, mais innommables, innommables. Et derrière, bah, tu as des gens qui sont peut-être professionnels ou pas, j'en sais rien, mais subitement ne le sont plus. Je reviens à une hypothèse suicide. Quel parent peut accepter de dire que hypothétiquement il s'est suicidé? Mais c'est pas possible. Enfin, on n'est pas à l'âge de pierre. Oui, donc on peut se retrouver comme dans les affaires célèbres, Boulin ou Bérégovoy avec des familles qui recherchent pendant des décennies la vérité, mais en vain finalement, puisque la justice subit des pressions trop importantes. Je sais pas ce que tu en penses Ronald, puisque Ah mais complètement. D'ailleurs, je suis allé voir avant cette émission là, je suis allé voir la page Wikipédia concernant Robert Boulin pour me retremper un petit peu dedans. Bon, c'est une page qui est très fournie. Bon, Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut, on sait, mais néanmoins, elle contient quand même des informations importantes et intéressantes. Et cette affaire Boulin, depuis le temps qu'elle dure, et je pense que on n'aura jamais la finalité, tout simplement. En plus, les gens disparaissent au fur et à mesure. Donc il y a de oui. moins en moins de témoins, il y a de moins en moins de. Et c'est fait exprès de traîner dans la longueur pour ça aussi. Voilà, tout à fait. Là, dernièrement, là, on parlait dans la presse de l'affaire du petit Grégory. Alors, ça n'a rien à voir, hein, Oui, mais c'est l'affaire pas du petit Grégory, c'est une affaire qui dure depuis une quarantaine d'années maintenant. Les témoins sont, ils ont disparu les uns après les autres, hein, de manière naturelle. Hein, voilà. C'est une affaire qui jamais, à mon avis, jamais on ne trouvera le coupable. Hein, pourquoi? Parce le qu'il y ou a eu les des erreurs de coupables, commises. Ronald. Le ou les coupables, peut-être. Le ou les coupables, tout à fait,
tout à fait. Mais on peut prendre d'autres exemples. Je voudrais parler d'un camarade que je connais très bien, que j'ai connu. C'est le François Abgral qui commence à être connu un peu sur la toile, hein, ancien adjudant de gendarmerie, et qui a quitté la gendarmerie, hein, et qui est devenu un enquêteur privé. J'ai oublié le nom de la victime. C'était un gamin de 17 ans, hein, 17-18 ans, qui s'est retrouvé condamné à perpète pour avoir assassiné, massacré 2 jeunes enfants sur les rails d'une voie de chemin de fer. Et il s'est avéré que 17 ans, après 17 ans de prison, ce garçon a été reconnu innocent. Voilà. Euh, ah oui, l'affaire, oui, très connue. Oui, je vois. Et il avait avoué parce qu'il avait été torturé enfin, il avait été questionné de manière assez brutale. Assez vive, oui, tout à fait. Il avait été questionné de manière brutale, mais ça ne suffit pas quand même. Bon, et donc il avait fait des aveux, mais les aveux n'étaient pas circonstanciés, et même dans ces aveux, il y avait des incohérences. Bon, mais néanmoins, il a été condamné. Et il faut savoir quand même que lors de ces crimes, on passe devant une cour d'assises, et une cour d'assises, c'est un jury public, c'est-à-dire le jury n'est pas professionnel en justice et juge en son âme et conscience. Voilà, à la majorité. Je crois que Et j'ai bon, trouvé. ça a de bons côtés, Oui. ça a de bons côtés, mais ça a aussi son mauvais côté, hein, Tu parce parles de Patrick Dils? oui, c'est ça, c'est de Patrick Dils, je pense. Oui, voilà, tout à fait. Son nom me revenait pas, hein, voilà. Ah Hein. oui, mais en cherchant. Hein. Il y a une autre affaire sur laquelle on Oui. peut rebondir, c'est l'affaire René Lucet. Ça te parle? Ça vous parle à tous les 2? Non, René Lucet, Non. non. René Lucet, c'est sous Mitterrand. C'était Mmh. un brillant directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône, comme tu parlais tout à l'heure de Marseille, Mmh. qui a été retrouvé également assassiné en 82 de 2 balles dans la tête. C'est pareil, il y a eu plein de choses qui sont un peu particulières. En fait, il avait découvert des réseaux financiers entre la CPM et la mafia des Bouches-du-Rhône, et quand c'était sous la droite, il était même pressenti pour être ministre. Et quand la gauche 81, donc il est mort en 82, donc venait d'arriver, et là il s'est pris des grèves à répétition, des contrôles à répétition, etc., etc. Enfin, ils l'ont enquiquiné comme c'est pas permis pour couvrir tous les trafics en tout genre. Donc ils ont fini par le buter. Mmh. Les affaires d'État, c'est ça, les affaires d'État. C'est ce qu'on appelle les affaires d'État, oui, oui. C'est un sport Oui. national. En tout cas, quand on n'arrive pas à tuer socialement quelqu'un, on l'élimine physiquement. Ah, mais tu peux faire les 2. Je te dis, je te l'ai dit, c'était écrit noir sur blanc, ils devaient me mettre en prison pour que j'y sois suicidée au bout de 15 jours. Tu peux faire les 2, donc j'imagine que les autres, c'est pareil. L'affaire qu'on a dit tout à l'heure, là, de l'affaire Moulin, sur les fausses affaires immobilières, c'est une mort sociale quelque part. Oui. Puisqu'il était pressenti pour être un bon ministre, etc. C'est une mort sociale. Mais non, c'était une fausse affaire. C'était une fausse affaire. Et ça, c'est très facile à faire. On te raconte tout n'importe quoi, on va t'accuser de trucs comme ça sur des allégations. Alors, puis plus t'es connu, pire c'est. Hein. Quand t'es inconnu, t'as moins de chances que ça t'arrive, et quand t'es connu, c'est facile de prendre ton nom et de faire n'importe quoi. Je crois qu'Éric Denessé, il avait de moins en moins de contrats, sa boîte marchait bien, moins bien, pardon. Effectivement, il avait eu plusieurs contrôles fiscaux. On peut aussi être harcelé à coups de contrôles fiscaux. Être harcelé parce qu'on est sali, sa réputation, sa e-réputation est complètement salie. Donc il était considéré comme un complotiste d'extrême droite, poutinolâtre, etc. Donc effectivement, cette affaire, on n'a pas de preuves, mais ça sent pas très bon, quoi. Non, non, ça sent pas bon du tout. Il avait rien de suicidaire, cet homme-là. C'était un combattant, tu prends pas des positions d'une certaine manière pour dire après je lâche tout comme ça avec un fusil à côté et sans laisser de traces, sans laisser d'éléments. Est-ce que physiquement un fusil de chasse, ils ont parlé d'un fusil de chasse, est-ce que c'est faisable comme ça, c'est facile? Dans une voiture, oui, oui, oui. Oui, mais à ce moment-là, je peux t'assurer que si c'est un calibre 12 en plus, parce que j'ai été témoin de plusieurs affaires de ce genre-là, le type, il n'est plus reconnaissable. Hein. Normalement, oui. Hein, et tu vois, t'as des traces pas. je peux t'assurer que, et même la voiture, hein, moi j'ai eu le cas ici, je suis intervenu parce que j'ai travaillé en pompe funèbre en quittant la gendarmerie,
et je me suis retrouvé sur un suicide dans ma commune ici. Et donc j'avais mon patron qui était des pompes funèbres, mais qui n'était pas habitué à ce genre d'enquête. Il me dit bon, on va le sortir de la voiture. J'ai dit non, 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 attendez, venez voir de l'autre côté de la voiture. Le type, malheureusement, ben, je lui dis écoutez, il faut qu'on ait un sac plastique, hein, parce qu'il faut lui mettre la tête dans un sac plastique, autrement on en met partout. Et la bagnole est partie à la casse, alors que la bagnole était neuve. Hein. Le gars, il s'était éclaté, c'est le cas de le dire. Hein. Donc il lui manquait il s'était tiré sous le menton un calibre 12 et la moitié de la tête est partie en pignou, quoi. Hein. Voilà. Bon. Mais ça, c'est des choses, c'est des choses assez terribles, mais ben, voilà. Moi, j'ai eu le cas, hein, bon, parce que je sais de mettre, même dans ces tristes affaires, de mettre un peu d'humour. J'ai eu le cas d'un agriculteur à Ploumeur-Ménez. Hein. Le type, on nous appelle, il venait de se suicider avec un calibre 12 hein, sous le menton. Seulement le gars, bon, ben, il est mal visé. Moi, j'arrive sur les lieux, je vois le cadavre allongé, le fusil entre les jambes. Il lui manquait la moitié du visage, hein, la moitié du visage. J'ai pas dit de la tête. Et ben, il n'y a pas eu encore le médecin venu sur place. Je dis à mon collègue, bon, on retourne au véhicule, on va rendre compte par radio et puis faire demander au procureur des instructions. Et j'ai pas fait 50 mètres pour rejoindre mon véhicule que j'entends un second coup de feu. Et là, le type s'est pas raté parce que le type, il s'est réveillé et il s'est bien rendu compte qu'il s'était arraché la moitié du visage et il s'en est tiré une deuxième. Bon, je pourrais en raconter quelques-unes comme ça. Hein, bon, j'ai eu un grand-père aussi, je crois que je te l'avais raconté. Le grand-père hein, donc était convaincu il avait été opéré à l'hôpital d'hémorroïdes. Il s'imaginait qu'il avait fait qu'on lui cachait qu'il avait un cancer des intestins. Et c'était un grand-père qui, dans son grenier, hein, il y avait donc des étagères, il y avait un espace qui était petit, il jouait de l'accordéon, il avait les partitions de musique au plafond, et il voulait faire ça proprement. Il avait un pistolet de la Seconde Guerre mondiale, et le type, il s'allonge, il fait un oreiller avec des sacs de patates, et il s'allonge pour se tirer une balle dans la tempe. Seulement, je refais le geste, hein, voilà. Donc j'ai le pistolet sur la tempe. Mais comme j'ai pas beaucoup de place dans l'espace qui était étroit, mon coude fait ça. Et qu'est-ce qui se passe avec le pistolet? Le pistolet fait ça. Et donc j'arrive sur les lieux et j'avais un camarade, je vais pas le citer son nom quand même, qui supportait pas le sang. Hein. Alors il me dit Ronald, tu vas sur le cadavre, moi parce qu'il fallait qu'on prenne les mesures. Et à un moment donné, donc là je mets de l'humour, mais c'est la réalité. Je dis à mon collègue, Daniel, il s'appelait Daniel, je dis, le cadavre, il bouge. Il me dit, t'inquiète pas, Ronald, t'inquiète pas, tu sais, c'est comme les canards, quand tu coupes la tête, ils courent encore. Effectivement, le cadavre, il avait un bras qui bougeait. Et à un moment donné, le cadavre, il ouvre les yeux et me regarde. Et là, j'ai fait un lapsus. Je lui dis, appelle plus vite le SAMU, le cadavre, il est vivant. Et donc le SAMU est arrivé, le type on l'a sauvé, mais il risquait pas de récidiver, hein, parce qu'il a terminé sa vie dans une chaise roulante, quoi. Bon, il a pris une balle dans la tête, c'est certain, mais il n'a pas dû toucher, et il a touché le cerveau à certains endroits, et il s'est retrouvé paralysé à vie, quoi. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis 2 balles dans la tête, c'est impossible. C'est impossible. Pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on aille sur une affaire assez actuelle, qui ressemble plutôt à une fausse nouvelle, à la fois faite pour nous terroriser, comme si ces véritables assassinats ne suffisaient pas, mais ça ne fonctionne pas de toute façon, puisqu'une fois que la vérité sort, elle sort de tous les côtés. À la fois décrédibiliser les informations sur les médias indépendants et sur les réseaux sociaux, bien sûr, et terroriser pour faire taire cette affaire du chirurgien inconnu au bataillon qui se serait défenestré. Qu'est-ce que tu en penses, Nadine? Tu as vu la vidéo? Ça te paraît être un fake, comme on dit? J'ai à peine vu la vidéo parce que j'ai essayé de voir qui était ce chirurgien puisque je m'intéresse à cette affaire dans la mesure où j'ai fait un rapport de profilage concernant la personne la plus âgée du couple qui Macron. Qui est le plus voilà, que j'appelle le vieux, hein, j'appelle le vieux, pour dire il y a le jeune et le vieux.
Et donc, j'étais pas au courant qu'il y avait cet autre chirurgien. Donc j'ai regardé et en fait, j'ai rien trouvé sur internet. J'ai rien du tout trouvé sur internet. Donc là, j'ai pas Un médecin compris. généraliste, tu disais, mais ça n'est pas du tout la même chose que d'être chirurgien. C'est la Ronald qui a trouvé Oui, j'ai trouvé un médecin généraliste qui porte le même nom, mais qui n'est pas du tout en région parisienne et qui n'est pas, il est Voilà. médecin généraliste, il n'est pas chirurgien. Donc, Oui. effectivement, ça pourrait être une fake news. Et ce genre de fake news-là, on risque de plus en plus d'en avoir. Pour quelle raison? Tout simplement pour nous décrédibiliser, hein, tout simplement. Et avec Bon, l'IA. par contre, moi, j'ai publié la vidéo en question, je l'ai publiée, mais si on m'apporte des éléments comme quoi il s'agit réellement d'une fake news, il n'y a pas de souci, hein, je ferai un mea culpa, hein, parce que je ne pense pas avoir publié jusqu'à présent beaucoup de fake news. Il y en a une que j'avais fait à l'époque, il y a quelques années, hein. C'était le rapport des officiers, qui avait été repris au Canada d'ailleurs, et le président de cette association d'officiers avait dit non, 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 on n'a jamais écrit cela, on n'a jamais fait cela, et c'était effectivement une fake news. Bon, je l'ai dit tout de suite. Hein. Bon, je ne suis pas à l'abri de fake news non plus, hein, ça c'est certain. Puisque tu es très, très productif, donc forcément, mais tu mets un point d'honneur à dire: «Bah, là, j'ai pu me tromper et Si je me trompe, je le dirai, je voilà, c'est l'avouerai, et un très bon travail». humblement. C'est très bien. Oui, j'irai pas me cacher en disant non, non, j'ai jamais publié tel truc ou tel Oui, truc, par sûrement orgueil, pas. Non, s'enferrer non, dans non, non, l'erreur. non, non, je C'est vrai suis que pas à il y a l'abri, pas de hein. trace de cet homme-là, hein, ce chirurgien, semble pas exister, en fait, et Non. la Oui, vidéo ressemble à une IA parce que c'est vrai que l'œil humain arrive encore, par bonheur, à repérer l'IA encore, pour oui, l'instant. Encore. Ça oui. n'a pas duré. C'est ça le risque, Ça ça ne n'a dure pas pas. duré non, puis après j'ai eu pas mal de coups de fil qui me l'ont confirmé. J'ai pas cherché plus loin parce que j'avais pas le temps. Mmh. Mais je l'ai pas publié moi, j'ai rien fait de ce truc-là, je le sentais pas. Si d'entrée de jeu, je le sentais pas déjà. Je sais pas pourquoi, mon instinct me disait quelque chose et puis j'ai cherché et j'ai dit: «Mais il est où ce médecin?» Et en fait, les autres m'ont dit la même chose que moi. On dit: «On trouve pas, c'est une fake news pour nous décrédibiliser» et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont rebondis dessus et qui ont énormément publié. Parce que c'est pas toujours facile de discerner le juste du faux. Il faut être Ouais. prudent, il Tout faut à éviter fait. de se précipiter sur ce genre de choses. Il faut essayer de réfléchir un petit peu avant et d'être prudent, quoi. Faut toujours être prudent, mais même moi aussi, je peux me faire avoir et je suis la première aussi à dire que je me suis trompée. Mmh, bien sûr. On peut saluer, ici Christian Cotten qui a tout de suite dit, qu'il a fait des recherches et que ce chirurgien, n'existe pas. Christian Cotten, ce qu'il a fait de mieux qu'il pouvait faire, c'est la plainte qu'il a déposée. Parce que Oui. le motif de sa plainte, en fait, ce n'est pas le changement de sexe, ce n'est Non. même pas le mensonge d'État. Mmh. Ce qui est important, c'est l'atteinte à la sécurité de l'État. Mmh. Car quand on a un président qui peut être soumis à chantage, tel que Mmh. c'est le cas à l'heure actuelle, il est vrai que c'est l'État français qui en subit les conséquences. Et ça, c'est important. Sa Et plainte de devait toute être manière, validée. quand on arrive à ce niveau, hein, au niveau de la présidence, au niveau ministériel, on n'a plus le droit de prétendre avoir une vie privée. On n'a plus de vie privée. Ça, alors de dire que c'est sa vie privée, ils ont la sexualité qu'ils veulent à partir du moment où ils emmerdent personne, à partir du moment où ils ne commettent pas de crimes ou de délits sexuels. Donc c'est leur problème. Hein, mais c'est le mensonge. Aux États-Unis, hein, ils sont beaucoup plus durs que nous en France et en Europe. Hein. Un président de la République aux États-Unis qui fait un mensonge, il est démis de ses fonctions, hein, quel que soit le mensonge. Mmh. Hein. On a eu un Aux exemple. Hein. États-Unis, il y a eu pas mal de présidents qui ont détenu des mensonges. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais Mmh. il y en a un qui a eu chaud à ses fesses, hein, pour une histoire de sexe également. Oui, l'histoire Hein. de Facebook, oui. Non, mais Clinton, je sais plus, ouais, c'est Clinton. Oui, mais en fait, c'est toujours la notion de pas vu, pas pris. C'est-à-dire qu'ils se disent, Voilà, c'est tant que voilà. c'est pas vu, pas pris, ça va. Après, il faut essayer d'enrober le truc. Mais en France, on a beau avoir une kyrielle d'éléments qui invalident la fonction présidentielle actuelle, ça continue quand même. Mais Ben, la plainte de Christian a été considérée comme
Elle a été rejetée, hein. Elle a été rejetée par un jeune juge, hein. Pour l'instant, mais avec son avocat, pour apparemment, ils n'ont l'instant. pas dit leur dernier mot. Je peux pas en dire plus, je vais pas parler à sa place, mais Voilà. Donc et pourtant, juste dans l'étape où on est Bah, aujourd'hui, hein. voilà, ce exactement. genre d'affaire est rejeté systématiquement, hein, à l'heure actuelle, hein. Exactement. Jugé Parce que, comme tu irrecevable. disais, bon, la justice est aux ordres, hein, et voilà. Hein. Donc, étant aux ordres, il est certain que ça va être rejeté. Et c'est quand même pas normal. D'ailleurs, dans la magistrature, il y a une chose qui n'est pas normale. Un gendarme, un policier est responsable de ce qu'il fait, de ses actes, quand il fait une enquête. Or, un magistrat n'est jamais responsable, même s'il se trompe. Parce que l'erreur est humaine, mais j'estime que la responsabilité, c'est quelque chose qui devrait exister. Bien sûr. Il y a des juges qui ont été honorables et honnêtes, dont certains sont encore en vie et d'autres pas. Il y a le juge Renaud aussi, qui a été tué sous Giscard. Mmh. Je sais pas tous les tenants et aboutissants, mais apparemment, il était pas très fréquentable, mais il connaissait aussi très bien le milieu pas très fréquentable. Et visiblement, enfin, en tout cas, il y a une très forte suspicion que c'est le SAC qui l'aurait liquidé. Donc SAC, une des unités de service action, hein, ce jour, on est toujours dans le même univers de cette époque-là, de la SDEC et compagnie, et qu'il l'aurait liquidé et parce que il en savait apparemment peut-être un peu trop, ou je sais pas tous les tenants aboutissants de cette affaire-là. Là, par contre, elle est très floue à mes yeux. Mais il y a des juges qui y sont passés. Et est-ce que c'était des juges honnêtes? Est-ce que c'était des juges droits? Est-ce que c'est parce qu'il y en a pas beaucoup quand même qui font vraiment la justice telle qu'on l'estime dans le regard d'un simple citoyen comme nous? Je n'en sais rien, je sais pas. En théorie, elle devrait exister. Voilà. Il faudrait que la théorie soit mise en application en ce qui concerne la justice. Mais c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des héros dans le monde de la justice? C'est bien ça la question. Il y a des quoi? Des héros et des héroïnes. Oui, oui, il y en a, hein, c'est certain. Mais bon, il y a des saloperies aussi. Hein. Quand on voit le procureur qui avait mis sa gamine de 12 ans sur Internet, hein, et dont l'épouse, c'était à peu près la même chose. Hein, bon, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable de voir des choses comme ça. Voilà. Mais bon, ça, on le trouve dans tous les milieux. Hein. Mais moi, ancien gendarme, je voudrais terminer en parlant des gendarmes. Être gendarme, qu'est-ce que c'est? C'est se mettre au service du public. Bon, j'ai dit qu'il fallait avoir un esprit fort pour pouvoir tenir dans la durée. Mais il faut imaginer qu'un gendarme, toute sa vie, toute sa carrière, il est dans un microcosme dans lequel il voit le mauvais côté de la population. Il ne voit que le mauvais côté de la population. Parce que les gens simples, les gens honnêtes, n'ont pas affaire aux gendarmes. On les connaît pas, ces gens-là. Voilà. Donc, on connaît qui? On connaît les gens qui posent problème, tout simplement. Sauf pour un dépôt de plainte, sauf quand on est accusé à tort. C'est là voilà. Ou quand on manifeste un peu trop fort. Voilà. Voilà. Mais bon, des ripoux, il y en a partout. Hein. Oui. Il faut savoir que le pourcentage de ripoux est le même en gendarmerie ou dans la police. Hein. Il est le même que celui que l'on trouve dans la population, en pourcentage, j'entends bien. Hein. Voilà. Donc, non, moi, ça ne me choque pas. Ce qui est malheureux parfois, ça arrange bien les gouvernements, le gouvernement actuel d'ailleurs, c'est de mettre la zizanie entre la population et alors, je suis obligé d'employer le mot force de l'ordre parce que c'est comme ça qu'on les appelle, mais moi, je préfère gardien de la paix, voilà, de la paix publique, voilà. Il faudrait que ça redevienne les gardiens de la paix. Il faudrait que ça redevienne ça va revenir. Ils détruisent les professions, ils les détruisent parce que les vocations de ces gens-là, que ce soit un policier ou un gendarme, ils n'ont pas signé pour faire ce qu'ils font là. Et ils commencent à s'énerver. Ça commence à les agacer de voir que c'est pas sur les bonnes personnes qu'on les envoie en mission. Et ça commence à être gavant. Oui, ça commence à être gavant aujourd'hui. Tout à fait. Ben, on le voit, hein. On le voit et on le ressent. Hein. Ouais, j'espère qu'ils sont pas tous manipulés et qu'ils se rendent compte majoritairement que leur profession est assez abîmée, dévoyée. Je sais pas quelle est la conclusion. Là aussi, il y a certainement des constantes de la nature où on retrouve toujours les mêmes chiffres d'éveillés et d'endormis, entre guillemets. Il y a un gros problème à l'heure actuelle, c'est le recrutement.
Déjà, il n'y a pas beaucoup de recrutement. Ensuite, le recrutement est fait au ras des pâquerettes. Ouais, très Et j'ai faible. pour habitude de dire qu'on ne fera jamais un cheval de course avec un âne. Hein. Voilà. 7 sur 20 le recrutement, 7 sur 20. Et ça, c'est injuste pour l'âne, qui est en fait un animal très intelligent, contrairement à ce qu'on Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tu vois, on garde quand même le sourire. Je te laisse conclure, Nadine, sur ce bel animal. En tout cas, sur ce thème très grave, hein, gravissime, toutefois. C'est le crime légalisé, d'une certaine manière. On a le racket légalisé et on a le crime légalisé, l'assassinat légalisé, finalement, par l'État. En fait, c'est pas qu'on n'a pas le droit de tuer ou pas tuer, j'irai pas jusque-là, mais parfois pour des intérêts, quand il y a vraiment des… Tu ne tueras point, sauf en cas de légitime défense caractérisée, avec des Oui, proportionnalités. oui, mais ça, c'est des choses matricielles peut-être aussi. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que parfois, dans les intérêts d'État, il est bon, enfin, je vais entre guillemets, hein, c'est pas pour tuer, hein, je ne souhaite pas qu'on tue, mais on est devant une situation où il vaut mieux éliminer quelque chose ou quelqu'un, alors peut-être pas forcément en le tuant, justement, de façon à protéger les intérêts d'un État. On peut arriver à des situations limites, je dirais. Bon, je pense qu'on pourrait peut-être emprisonner. Alors, c'est pas non plus de mettre un masque de fer, ou etc. Moi, je suis plus quelqu'un dans la négociation. Donc, c'est trouver des moyens de négociation, un petit peu ce qu'on vit en ce moment, pas en Occident, hein. Avec parfois un petit peu de force, mais sans forcément faire des vagues comme certains interprètes de droite et de gauche qui a pu se passer, par exemple, à l'Iran. Moi, je pense que c'est une phase de négociation qui a dû se faire et pas du tout dans ce qu'on voit partout. J'ai pas tous les tenants et aboutissants là-dessus, mais je le sens pas comme c'est présenté dans la plupart dans tout ce qui est plus classique en fait de ce qu'on voit de tout venant au niveau des messages. Et moi, je suis plus là-dessus. J'ai plus cette approche de négociation de tu vas te calmer, tu me fous la paix, tu restes chez toi et moi, je reste chez moi. C'est un petit peu ça. Et ça n'empêche pas de faire du business, etc. Mais ne viens pas faire le précaré chez moi et j'irai pas faire le précaré chez toi. Tu vois, je suis plus dans cet état d'esprit-là. Mais pour les intérêts d'une quiétude d'un peuple, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État se doit de protéger son peuple, se doit de faire en sorte qu'ils ne crèvent pas de faim, qu'ils soient en sécurité, etc. etc. Hein. Donc, il ne faut pas l'oublier, c'est ça, hein, être à la mission d'État et le représenter aussi quelque part. Donc là, on est complètement aux antipodes de ce que je viens de citer. Donc, concrètement, il peut y avoir des actions diverses et variées, sans peut-être aller jusqu'à l'assassinat, pour permettre de protéger, mais pas d'être ingérant, par exemple en plaçant un président pour les intérêts de la France et en liquidant l'autre qui était vachement bien ou pas bien, on s'en fout, c'est pas notre problème. Je parle comme quelqu'un qui connaît rien en la politique, qui n'a jamais aimé la politique, qui déteste la politique, et de ma petite lorgnette à moi. Et je vois les choses comme ça. Et j'ai remarqué une chose, c'est que dans les affaires d'État, c'est rarement un méchant qu'on élimine, voire jamais. C'est toujours quelqu'un qui est plutôt dans le côté incorruptible, le côté inachetable, le côté faire des bonnes choses, etc. C'est ça que j'ai surtout vu, moi, dans les affaires d'État. Et tous ceux qui s'en prennent plein la tête pour pas un rond et qu'on va invectiver dans ce sens-là, moi, je connais aussi des policiers et des gendarmes qui ont, même des militaires qui ont été victimes d'affaires d'État depuis 2013, parce que j'en ai rencontré beaucoup qui m'ont soutenu, qui m'ont sauvé la vie, enfin, plein de choses de ce qu'on peut vivre quand on vit des affaires comme celle-ci qui sont extrêmement difficiles à supporter. Et m'ont partagé leur vécu qui était proche du mien, avec la surprise d'être encore en vie, en fait, quelque part. On avait cette surprise de se dire, mais on est encore là, mais qu'est-ce qu'on a fait? On est qui? On est quoi? C'est quoi l'histoire? Alors certains savaient, moi je ne savais pas, j'ai compris après. C'est juste pour l'exercice du métier tel que je l'exerce et les capacités que j'ai, ça dérangeait, puisque je vois quelqu'un en peu de secondes, je le vois de la tête à pied, je sais à qui j'ai affaire. Et ça, ils n'ont pas supporté parce qu'on ne met pas un loup dans une bergerie et que je commençais à travailler dans certains endroits, à être experte auprès des tribunaux, des choses comme ça. Donc là, forcément, il faut tout bloquer. Et surtout pas elle. Surtout pas elle. Et ils ont vu sur l'affaire d'Agen comment j'ai travaillé. Ils l'ont très bien vu. Tout ce qui est écrit dans la presse n'est pas l'histoire réelle. Je pense mon cas. Et les autres me disaient exactement la même chose. Ils se sont retrouvés aussi dans la presse, parfois sans photo, pas toujours de façon aussi énorme que moi, mais ils avaient quand même au moins leur nom d'affiché. Et beaucoup se sont mis au vert, beaucoup ont arrêté, ils ont dit attends, je n'ai pas signé pour ça. Et tout le monde se disait je suis encore en vie. Pourquoi je suis encore en vie? Quand on échange avec eux, ils savent ce que ça veut dire. On a vécu des choses lourdes, difficiles et traumatiques.
qui sont un questionnement de se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal?» Parce que nous, notre notion de choses justes et vraies, c'est pas ça. Et moi, je pense que toutes ces victimes d'affaires d'État, elles sont peut-être pas toutes bonnes, elles sont peut-être pas, quand je dis bonnes, des profils bienveillants, gentils, et cetera, j'en sais rien, j'ai pas la liste entière et je la veux pas. Mais j'ai constaté quand même qu'il y en avait beaucoup, heu, c'est les familles qui doivent porter ces messages-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui ont pris conscience d'eux. C'est lourd à porter parce que c'est pas l'image que l'on a, de la vie en général. C'est de se dire: «On essaye de faire les choses bien, on n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait». Mais pourquoi nous? Pourquoi, c'est tombé sur nous? Pourquoi on avait une vie peinard, tranquille, dans et on se retrouve liquidé ou on se retrouve, d'une certaine manière dans une certaine situation, alors qu'on faisait bien notre job, qu'on n'a rien fait de mal et cetera. Et c'est ça, je pense qu'il faut aussi réfléchir quelque part derrière, de se dire que toutes ces personnes-là, vivantes ou pas, parce qu'on parle de l'environnement aussi, hein, c'est ce que je suis en train de dire, c'est pas les plus méchants, à mon avis, qu'on a liquidés. Et derrière, ces affaires d'État révèlent beaucoup de profils, de types profils. C'est, soit les intérêts, bah là, il ne faut pas toucher, par exemple, le vieux. Donc, on va faire beaucoup d'opérations contre cette histoire-là. Il ne faut pas toucher aussi les intérêts du mondialisme et de tout ce qu'on veut mettre en place. Donc, on va mettre en place tout un tas d'opérations, homo ou qu'importe, dans ce sens-là. Tout ce que les cibles qu'il y a eu indiquent les intérêts derrière de la personne qui, je dirais, squatte l'Élysée, hein, parce qu'ils ne sont que locataires un certain temps, et pas dans les intérêts du peuple, dans leur intérêt à eux. Donc ça révèle leur profil, puisque les affaires qu'on a citées tout à l'heure, peut-être pas toutes, mais en tout cas une bonne partie, c'était lié à des intérêts des personnes en place au gouvernement. Donc ça révèle leur profil, ça révèle leurs cibles, leurs objectifs, qui ne sont pas, et rarement, les intérêts vraiment du pays. Et du peuple. Donc les commanditaires, là, en l'occurrence, ont cherché à tuer, la liberté d'expression notamment? Ah bah, de toute façon, plus tu Ah verrouilles, bah oui. moins on pourra révéler un ensemble de choses, et Mmh. moins on pourra discuter comme on le fait là. Mmh. C'est Moi, je reste oui, optimiste, hein. Ronald. Je reste optimiste parce que je me rends compte que, au nombre de mes lecteurs d'ailleurs, les gens s'investissent de plus en plus, commencent à échanger, à parler et à s'instruire entre guillemets. Et ça, c'est important. Et je pense que bah, ça nous donne espoir que notre société change et qu'on aille vers un meilleur monde. J'y crois, j'y crois, Je te laisse le j'y mot de crois la fin, franchement. Nadine. Merci beaucoup, Ronald. Bah, moi, je rebondis, c'est pas que j'y crois pas, c'est que je pense qu'il faudrait qu'on re parce que j'entends beaucoup de gens disent: «Il faut qu'on mette tel ou tel homme politique» et ainsi de suite, mais ils sont tous de l'ancien monde. Et que, je prends toujours l'exemple, vous arrivez dans un endroit où vous voulez construire une maison où c'est pas un terrain très meuble, on ne sait pas trop comment il est fait, et cetera. Bah, vous n'allez pas construire votre maison sans savoir l'état des lieux et sans Mmh, nettoyer. Bah, là, c'est pareil. mmh. C'est-à-dire que et que ce sera peut-être quelque chose de complètement différent, et ce serait peut-être mieux en étant plus dans un respect du vivant et en acceptant que chacun a un chemin à faire, mais en protégeant ses précarés. Enfin, on a un débat énorme à faire là-dessus. Mmh. Et j'y crois, moi aussi, j'y crois parce que j'ai pas envie de leur donner, la part belle, hein. Ça, je fais partie de ces gens-là aussi. Si je résiste, c'est pas par hasard. Donc, et je lâcherai pas le morceau, quoi qu'on me fasse et quoi qu'on ait envie de me faire. Tant que je serai en vie, je le ferai. Et puis si je suis pas en vie, ben, il y en a 10 qui vont se relever et qui seront encore plus forts que moi. Donc, c'est le plus important. On lâche pas l'affaire. C'est de toute façon, on nous liquide. Pourquoi? Parce qu'on dérange. Mais on dérange qui? Des pourris. Mmh. Donc quelque part, la Légion d'honneur, C'est ben, loin. c'est ça. Oh, C'est plus ce qu'on donne aujourd'hui. Tout qu'il à se fait. la garde, qu'il se la garde. J'en veux pas, moi. Hein. Mmh. Moi non plus. Je n'en veux pas. Non, Pourtant, Elle a non, j'avais non. elle a été salie et dévoyée. Ouais. Ben, écoute, moi, je voudrais terminer en disant, je ne suis pas suicidaire, je suis en bonne santé. Comme vous voyez, j'ai le sourire et j'habite avec José. Alors, le jour où on vous dit que j'ai sauté de l'étage, je sais pas comment je ferai, hein. Mmh. Voilà. De même, Nadine, tout va bien? Oui, oui, bah, tout va très bien, je l'ai déjà dit. La voiture, elle sort du garage, elle va très bien. La maison est nickel chrome, il n'y a rien de particulier, enfin Les rien. freins
Les freins marchent bien? Oui, les freins, oui, oui, tout va bien. Donc voilà, tout va bien partout, hein, tout est contrôlé. Je suis en parfaite santé, lucide et cetera. J'ai déjà dit dans pas mal d'émissions, je peux le redire encore. Et puis, ben, voilà, on verra. C'est tout. Je suis Haut les sur la cœurs, liste, mais on verra. Je suis encore là pour le moment. Je suis sur la liste. vive le vivant, défendons-le coûte que coûte. En Et tout cas, merci l'amour, à tous les et 2 l'amour. et D'envoyer même l'amour, de l'amour à ces gens-là. C'est ce que je fais. absolument. Merci infiniment à tous les 2. Merci. Merci Stéphanie. Merci Nadine. Je vous embrasse toutes les deux. J'ai eu la chance de me retrouver en dessous de deux femmes et de deux très jolies femmes en plus. Quelle chaleur. Allez, je vous embrasse. Au À revoir. bientôt.